Alors Jules, tu t'es rendu plusieurs fois dans ce pays, le Mali, ces derniers mois. Quel est l'enjeu de cette histoire de calendrier électoral? En fait, il y a plusieurs enjeux et j'ai envie de dire l'enjeu principal aujourd'hui au Mali, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu d'indépendance. Comme vous le savez, après cette rectification de la transition ou bien ce deuxième coup d'État, pour parler ainsi, la CEDEAO, effectivement, avec la France, a pris un certain nombre de trains de mesures avec les sanctions du début de l'année en janvier pour exiger aux autorités maliennes de proposer un calendrier qui, pour la CEDEAO, devrait être le plus court possible. Il s'avère qu'au niveau des autorités maliennes, elles ont pensé qu'il fallait un préalable. Il y a eu ce qu'on a appelé là-bas les assises nationales de la refondation. À l'issue de ces assises, il y a eu un délai de 5 ans qui est sorti, on ne sait pas trop où, mais on sait que quand on a reconsulté les documents de ces assises, les propositions étaient les unes aussi folles que les autres. Donc ça partait de 6 mois à même 10 ans. Mais bon, la proposition qui en est sortie visiblement et qui semblait être celle que ceux qui ont participé aux assises privilégiées étaient de 5 ans. Le gouvernement a ramené cette première proposition à 4 ans, d'abord, dans un premier temps, puis 36 mois, puis 29 mois et puis 24 mois. De l'autre côté, on avait la CEDEAO qui disait nous on veut une transition entre 12 voire 16 mois. Et on coinçait là, en réalité. Et depuis le début de ce bras de fer Mali-CEDEAO, on se rend bien compte que les autorités maliennes ont fait preuve de concession, ont fait preuve de diplomatie. Ils ont beaucoup bataillé dans ce sens-là parce que, évidemment, les sanctions, même si elles ne pénalisent pas que le Mali, elles sont dures à supporter. Et les autorités avaient vraiment envie de faire quelque chose pour que ces sanctions-là bougent. Sauf qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un réel blocage. Un blocage qui devient incompréhensible à la longue, parce qu'on peut se poser la question légitime de savoir quelles sont les véritables intentions de la CEDEAO. Est-ce qu'elle est encore dans sa mission? Le but de la CEDEAO est-il de bloquer ses États membres? Est-il de pénaliser les populations de ces États? Parce qu'il faut quand même le rappeler, au demeurant, que toutes ces sanctions, la plupart, si on veut rester correct, de ces sanctions, se sont faites en totale violation des règles de la CEDEAO. Donc, ça pose un problème de fond, d'autant plus que même quand la Cour de justice de l'UEMOA a prononcé un sursis à exécution, les autorités de la CEDEAO ont fait fi de ce sursis à exécution, ce qui crée à notre sens un dangereux précédent, parce que si vous ne respectez pas vous-même les décisions de vos institutions de justice, on se demande dans quoi on est. Donc, si vous voulez, on est dans une situation qui était totalement incompréhensible. Et il y avait beaucoup d'espoir sur le dernier sommet du 4 juin à Accra, où les gens se disaient, enfin, on va pouvoir se prononcer, on va pouvoir avoir de la lisibilité. Mais que non, on s'est retrouvé dans une sorte de statu quo ante, parce qu'il y a certains pays, il faut le dire aujourd'hui, la CEDEAO est très divisée sur le cas du Mali. Vous avez des pays comme le Ghana, ce qui peut sembler très curieux pour ce pays qui était présenté de plus en plus comme un modèle, mais on pourra voir les raisons tout à l'heure, à la personne notamment de Nana Akufo-Addo, qui est président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO. Il y a des pays comme le Niger, avec son leader Bazoum, qui sont totalement opposés à ce qu'on lève les sanctions au Mali. On ne comprend pas très bien la logique. Par contre, vous avez des pays qui ont infléchi leur position et qui sont aujourd'hui dans la position de... Les autorités maliennes ont montré leur bonne foi. Il faut qu'on leur donne une chance de réussir cette transition. Et là, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire et entendu ça et là, le Nigeria est venu avec une proposition de Goodluck Jonathan qui valide effectivement une transition de 24 mois à compter du mois de mars 2022 et a demandé la levée immédiate des sanctions. Sauf qu'à la CEDEAO, on essaie de dire que les décisions doivent se prendre à l'unanimité. Et je ne sais pas comment vous arrivez à avoir une décision à l'unanimité quand vous avez autour de la table des gens que tout oppose, avec des intérêts totalement divergents. Et je pense que c'est ce ras-le-bol, cette envie de sortir de cette forme d'emprisonnement qui a poussé les autorités maliennes à dire, bon écoutez, puisque la CEDEAO n'arrive pas à savoir finalement ce qu'elle veut, nous on prend
ce décret, nous on met notre transition pour 2 ans à compter de telle date et nous on commence à travailler. Parce qu'il faut se rendre compte quand même que cette situation autour de la durée de la transition a totalement bloqué le pays, a sclérosé le pays. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an aujourd'hui, on ne discute que de la durée de la transition. Or, la transition est là pour faire un certain nombre de réformes, pour faire un certain nombre de choses, pour justement mettre un terme à la transition. Mais si au lieu de travailler, on engloutit les autorités maliennes dans ce genre de va-et-vient, dans ce genre de ping-pong qui ne se termine pas, après on se plaindra que la transition a mis plus de temps que prévu parce qu'ils n'arrivent pas à travailler. Alors Hamzat, à peine le gouvernement de transition malien a annoncé son nouveau calendrier, que la CEDEAO a regretté l'officialisation de ce calendrier. On a l'impression que la crise persiste. Oui, je pense qu'il y a une instrumentalisation de la situation juridique dans le cadre d'un rapport de force politique, effectivement. Ce que la CEDEAO n'apprécie pas, c'est le côté happening du gouvernement malien qui prend ses responsabilités, qui n'attend pas effectivement la fin de négociations. Et cette volonté, je pense, de la CEDEAO de vouloir imposer quelque chose au Mali et de ne pas accepter que ce soit les Mali qui prennent les devants. Dans le même temps, je pense qu'il y a aussi de la part de la CEDEAO une incompréhension, effectivement, à comprendre la nécessité de revoir sa position et du fait que les autorités maliennes ont leur propre agenda. Enfin, je trouve que derrière cette déclaration de la CEDEAO qui prend acte et qui regrette effectivement le décret pris par les autorités maliennes, quelque chose qui relève de la mauvaise conscience. C'est un décret qui est rétroactif, c'est-à-dire qu'il prend une date antérieure pour marquer le début de cette transition. C'est un décret qui s'inscrit un peu dans la continuité du projet de loi qui indiquait que Assimi Goïta ne serait pas en mesure d'être candidat à de futures élections présidentielles. Donc ce sont quand même des signes assez significatifs qui sont pris par le gouvernement de transition malien et qui montrent aussi, je dirais, la difficulté de la CEDEAO à se positionner, sachant que derrière, il y a aussi les dossiers du Burkina Faso et de la Guinée, et que chacun observe ce qui se passe. Donc le jeu du Mali est assez intéressant, il est observé depuis Conakry, il est observé depuis Ouagadougou, même si les situations sont très différentes dans ces capitales-là. Et en même temps, on sait qu'il y a une montre qui se joue. Et les dirigeants qui sont actuellement en place au niveau de la CEDEAO aujourd'hui ne seront, dans certains cas, pas les mêmes qui seront en place en mars 2024. Donc il y a aussi cet élément-là qui joue. Et je pense que ce que font les autorités maliennes, c'est vraiment impulser le calendrier et quelque part montrer que la CEDEAO n'est plus légitime finalement pour être le baromètre de cette résolution de crise. Alors, Fabrice, on en oublie les chantiers en fait qui sont nécessaires pour la tenue d'une élection. C'est un grand pays, un très grand pays, le Mali. Et il y a des endroits où l'État n'est même pas présent véritablement. C'est un pays en guerre. Oui. Il y a quand même un certain nombre de chantiers qu'on peut identifier avant la tenue d'une élection apaisée. Il y a énormément de chantiers très importants. En dehors de simplement l'aspect politique, il y a la sécurité évidemment, et c'est pas qu'une question malienne. Ça va vraiment au-delà du simple cas du Mali, et c'est absolument important que ces sanctions soient levées. Moi, ce qui me fait quand même un peu m'interroger, c'est que autour de la table des dirigeants de la CEDEAO, tout le monde subit d'une façon ou d'une autre les répercussions de ces sanctions. Et l'enjeu économique est absolument fondamental. Aujourd'hui, au Mali et avec ses pays voisins, il y a des chantiers qui stagnent, il y a la circulation des matières premières qui ne se fait plus correctement. Et c'est quand même assez paradoxal de voir le président sénégalais aller un petit peu en tournée comme ça en Russie, par exemple, où il était il y a quelques jours, pour demander une levée des sanctions, du moins une facilitation dans la livraison du blé, aller discuter aujourd'hui, au jour où nous enregistrons cette émission, avec Emmanuel Macron. Il s'entretiendra aujourd'hui sur une levée des sanctions contre les banques russes qui sont suspendues du système SWIFT. Et plaider au final pour un allègement de la situation économique, et en même temps, au sein de la CEDEAO, maintenir un pays aussi essentiel comme le Mali dans une situation d'entrave. Donc je pense qu'aujourd'hui,
on devrait peser un peu ce que rapportent et ce que coûtent ces sanctions. Autant pour la situation intérieure malienne, c'est un drame absolu, parce que 5 mois de sanctions, c'est quand même considérable. Et autant pour toute la région, la sous-région, on est quand même dans une situation ubuesque. Il n'y a pas de sens à maintenir ces sanctions. Et c'est là où on accrédite l'argument des motivations extra-économiques, extra-politiques, qui sont peut-être d'une forme de manipulation. La CEDEAO devrait aujourd'hui regarder la situation en face, parce que ça n'apporte rien à ses membres. En plus, dans l'histoire récente du continent, il y a eu des transitions de ce type qui ont abouti à des élections tellement contestées qu'elles n'ont pas résolu la crise. On pense notamment à la transition RDC, à l'élection de Joseph Kabila à l'époque, qui s'est faite dans un contexte de conflit qui a finalement conduit Jean-Pierre Bemba à la CPI. Et on a même vu que l'élection de Ibeka au Mali, qui s'était plutôt bien passée, n'a pas résolu la crise malienne. Ça veut dire qu'on peut changer de logiciel. Non, la réalité, c'est que ce qui se joue au Mali est tellement important, et comme l'a si bien dit l'autre panéliste, c'est pas seulement au Mali. Pour moi, c'est un enjeu qui va au-delà du Mali, qui va au-delà du Sahel et qui interpelle tout le continent africain. Parce que, comme le disait tantôt Fabrice, ça fait 5 mois qu'il y a des sanctions. Tout le monde se rend compte que les sanctions sont inefficaces parce qu'elles ne touchent pas au fond les autorités que vous prétendez vouloir sanctionner. Vous sanctionnez le peuple. Et je dis bien, le président Macky Sall aujourd'hui a une position beaucoup plus mitigée. Je pense qu'il a mis beaucoup d'eau dans son vin, parce que le Sénégal aussi est l'un des pays qui paye le plus lourd tribut de ces sanctions. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bien entendu. Donc, on a le train Dakar-Bamako. On se rend compte tout simplement que ces sanctions-là aujourd'hui sont ridicules et inopérante, parce que quoi que la situation soit difficile au Mali, vous avez le peuple malien qui a développé une résilience. Et quand il y a eu ce décret d'Assimi, nous avons essayé de faire des micro-trottoirs pour essayer d'avoir l'opinion des Maliens, et les gens vous disent, nous on peut vivre avec des sanctions 5 ans. Ça va être difficile, mais les gens comprennent visiblement quel est l'enjeu. Personne n'avait parié que 5 mois, le Mali tiendrait 5 mois sous sanction. Aujourd'hui, on est au regret, pour certains, de constater que cela est possible. Et malgré ces sanctions, on se rend compte quand même que le Mali a repris la place de premier producteur de coton. Ils ont développé aussi une sorte de résilience économique, parce que comme vous le savez, l'économie du Mali est suffisamment informelle. Vous serez impressionné par le niveau de cash flow qui circule à l'intérieur du pays. Donc il y a eu une tactique de la débrouillardise qui s'est installée, et les Maliens visiblement s'adaptent. Mais il est évident que la levée des sanctions est indispensable pour permettre au pays de respirer, parce que le but de la CEDEAO, c'est quoi? Permettre que le Mali sorte du cycle d'instabilité, ou punir des autorités sur commande? Parce que c'est la question centrale qu'on doit se poser. Une institution comme la CEDEAO est là pour favoriser l'intégration entre les peuples, est là pour favoriser la libre circulation, l'échange, etc. C'est paradoxal qu'elle soit aujourd'hui à l'origine de ces blocages-là. Et où on peut se sentir ridicule en tant qu'Africain, c'est de se dire, ok, au début, il y a eu le spectacle des sanctions, la France s'y est même mêlée, bien qu'on n'a pas compris pourquoi, mais très rapidement, il y a eu un rétropédalage. Moi, quand je vais au Mali, si je pars de Paris, je vais avec Air France. Mais vous avez aujourd'hui, pour aller d'Abidjan à Bamako, 24 heures de trajet, ce qui est totalement ridicule. Qui est perdant au fond dans cette affaire-là? Donc, je pense qu'il faut que ces institutions comme la CEDEAO, si elles veulent avoir encore une simple crédibilité, que les dirigeants mettent un peu d'eau dans leur vin. Et je vais terminer par ce que vous avez évoqué, la question des élections. Il faut qu'on sorte définitivement en Afrique du piège de l'élection. L'élection ne règle pas une crise. C'est ce qu'on a tant voulu faire croire aux Africains. On a constaté que non, pas du tout. Ça n'a jamais été vrai. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait un article qui m'avait valu beaucoup d'animosité sur la situation de la Côte d'Ivoire après les accords de Ouagadougou, que tout le monde avait salué comme étant des accords progressistes. J'avais dit la plus grosse erreur de Ouaga, c'est de faire croire que l'élection va régler la crise. Vous ne pouvez pas régler une élection par une crise par une élection, parce qu'il n'y a pas un moment de tension plus fort. Mais en revanche, l'élection est un bon moyen pour la communauté internationale d'intervenir dans un pays. Vous avez très bien vous comprenez alors que... Il y a un troisième tour finalement de validation. Vous comprenez très bien que ceux qui sont pour le toute élection et tout de suite dans n'importe quelle condition ne veulent pas qu'on sorte de la crise. En fait, c'est de ça qu'il est question. Comme vous l'avez dit tout tantôt,
Dites-moi, dans quelles conditions vous pouvez organiser une élection dans un pays où l'État a du mal à contrôler l'ensemble de son territoire, où on n'a pas de visibilité claire sur le fichier électoral, où les conditions ne sont pas remplies d'un certain niveau, et vous espérez, vous allez créer une crise post-électorale à l'Ivoirienne. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Élection, 3000 morts. Et la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a profité à la France, finalement. Mais, bien entendu, c'est pour ça que je dis, loin de moi de dire que la transition doit durer indéfiniment. Mais je pense qu'il n'y a personne mieux que les Maliens qui pouvaient définir la durée de la transition. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'est compliqué de vivre en autarcie. Il y a eu ces négociations interminables avec la CEDEAO. Je vous rappelle quand même que le Mali est allé tendre la main à Faure pour lui demander d'être médiateur, parce qu'ils comprennent très bien que dans le monde qu'on est aujourd'hui, personne ne peut vivre en autarcie. Sauf que quand on a fini de discuter et que le Mali dit « Ok, 24 mois », on ne peut pas expliquer qu'on en soit à se bloquer, parce que finalement, c'est la vie d'un État qui se joue. Et je ne sais pas si c'est plus important de voir 2-3 mois supplémentaires. Si on fait 1 an supplémentaire et qu'on est sûr qu'on sort de là avec une élection crédible qui permet de stabiliser le pays, qu'est-ce qui est plus important au fond? Donc je pense qu'il faut qu'on sorte dans ce piège-là. L'exemple ivoirien est là pour suffisamment nous le prouver. On a fait 10 ans de crise en Côte d'Ivoire. Tout le monde a dit non, on va faire une élection certifiée par l'ONU, etc. Sauf que le but de l'élection, c'était d'amener à une situation qui allait empirer la situation. Et si on ne veut pas que dans 1 an, nous soyons encore sur ce plateau, dans 2 ans, pour parler du Mali qui est reparti dans des cycles de coups d'État, etc., il faut bien que cette transition réussisse. Et comme on peut le constater, à regret, tout le monde n'a pas intérêt à ce que la transition réussisse. Et je crois que c'est Hamza qui le disait. On a tantôt dit, oh, les autorités maliennes veulent confisquer le pouvoir, ils ne veulent pas partir. Mais je veux dire, si quelqu'un vous dit, je pense avoir besoin de 2 ans, pour faire ce que j'ai promis de faire. Donnez-lui les 2 ans, on lui accorde le bénéfice du doute et on va le juger après les 2 ans. Si au bout de 2 ans, il dit non, je veux encore 6 mois, je veux encore 1 an, on va lui dire non, mais là, arrête, c'est toi-même qui avais demandé 2 ans. Parce que imaginez que les autorités maliennes cèdent à la décision de la CEDEAO de faire des élections dans 1 an, dans 6 mois ou même dans 3 ans, mais que ça vienne de la CEDEAO et qu'après on a un fiasco. Qui est responsable? Est-ce qu'on va aller chercher la CEDEAO ou les autorités maliennes? Donc je pense qu'il faudrait qu'au prochain sommet de la CEDEAO, les gens enlèvent un peu les œillères et se demandent qu'est-ce qui est en jeu, le peuple malien ou nos petites considérations. Et je tiens à le dire parce qu'on a aujourd'hui des informations qui peuvent le prouver. Nous avons plein de gens qui étaient dans ce sommet à Accra. La France joue un rôle totalement néfaste dans ce qui se passe. Et c'est ça qui est dramatique, parce que vous ne pouvez pas arriver à un sommet comme celui de la CEDEAO, où vous avez des gens qui passent le temps au téléphone, vous ne savez pas pourquoi, qui reviennent dans la salle avec des positions qui évoluent au fil du temps. Vous comprenez très bien que les gens ne viennent pas là avec leur indépendance, ils viennent là pour servir un agenda qui est certainement caché. Un dernier mot sur ce sujet, Hamzat? Non, je pense que le contenu du calendrier des 2 ans de transition va être très important. Il va être scruté à la loupe et je pense que c'est le temps minimal nécessaire pour remettre le Mali sur ses 2 jambes. En sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas évoqués. C'est-à-dire qu'il y a quand même une situation économique qui est très compliquée, même si on est dans des pays qui vivent sous sanctions, mais qui ont déjà l'habitude des ajustements structurels. Donc on sait ce que c'est de vivre dans la difficulté, dans l'informel. Il y a aussi des enjeux liés aux intérêts des multinationales, dont on parle très peu, mais qui continuent à être encore de plus en plus présentes au Mali. Et puis il y a aussi, je pense, la question du modèle politique que l'on veut mettre en place. Est-ce que nous irons vers un modèle républicain classique ou vers quelque chose de beaucoup plus parlementaire? Donc là aussi, je pense que ce sont des débats qui doivent être posés au niveau de la classe politique, puisque la transition a montré qu'il y a au niveau du peuple malien un ras-le-bol de l'ancienne classe politique. Et donc je pense que cette classe politique-là, qui ne vit justement que des et que par les élections, doit aussi profiter de ce temps peut-être pour se remettre en question et proposer quelque chose de nouveau et peut-être de moins lié justement aux intérêts étrangers qui sont les mêmes qui financent généralement nos élections.